Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce cours Math 2 de choix des procédés et mise en forme des matériaux. Aujourd'hui on va parler un peu de statistiques et de distribution de probabilité. C'est des outils que vous allez devoir utiliser en tant qu'ingénieur et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. En particulier, vous aurez besoin d'utiliser des outils statistiques simples pour mesurer, représenter, comparer ou modéliser des données, mais aussi pour les utiliser par exemple dans un plan d'expérience, pour faire du contrôle qualité, bien entendu, et puis peut-être aussi pour les analyser et puis les utiliser dans des analyses de risque. Et puis finalement, je pense que c'est quand même important que vous soyez un petit peu au courant de ce qui se passe au niveau probabiliste pour que vous puissiez toujours faire la différence entre un modèle, comme on a ici, et la réalité. Alors, il y a plusieurs types de probabilités qu'on peut utiliser. La première, c'est les probabilités fréquentielles. Les probabilités fréquentielles, c'est celles qu'on utilise lorsqu'on fait une expérience, que ce soit une expérience scientifique ou une autre expérience, comme par exemple ici un lancer de dés. Alors c'est clair que si on lance un dé, on va pouvoir, à chaque fois qu'on tire le dé, classer en fait le nombre de tirages qu'on obtient pour chacune des valeurs du dé. Donc vous êtes au clair, il y a 6 valeurs possibles, et puis on va y dire que par exemple dans notre cas, on va tirer 3 fois le 1, 2 fois le 1, 3 fois le 2, 1 fois le 3, 4 fois le 4. On va dire qu'on va tirer aussi 4 fois le 5. Et puis finalement 2 fois le 6. Donc, par exemple, si on veut évaluer la probabilité qu'on a eu d'avoir un 6, P6, dans notre cas, on a eu 2 tirages qui ont valu 6 sur un total de 16, ce qui fait à peu près un huitième. Par contre, si on veut calculer la valeur moyenne des tirages, et bien dans ce cas-là, on va devoir faire la somme de toutes les valeurs, dans notre cas 55, et diviser par 16, et là on aura 3,4. Une deuxième façon d'évaluer les probabilités, c'est d'utiliser la méthode qu'on appelle classique. Dans ce cas-là, il s'agit de calculer a priori les valeurs qu'on va obtenir. Par exemple, si on prend la probabilité d'obtenir un 6 avec un dé, c'est clair que cette probabilité elle va être égale à 1 sur 6. De même, si on calcule l'espérance ou la valeur moyenne qu'on va obtenir lorsqu'on fait un tirage de dés, et dans ce cas-là, on va obtenir 3,5. Donc ici, vous avez un graphe où j'ai simulé des lancers de dés en très grand nombre. Donc on voit, on est allé jusqu'à un nombre de lancers de 10 000 fois le dé. Et puis ce qu'on voit, c'est que la moyenne ou l'espérance, elle tend au fur et à mesure vers cette valeur de 3,5. Ce qui prouve bien qu'on peut calculer cette probabilité. Donc on a bien une probabilité qu'on dit classique. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que si on compare par rapport à l'expérience d'avant, où on avait tiré le dé seulement 16 fois, on avait eu une probabilité pour tirer un 6 qui était égale à un huitième, donc qui n'est pas forcément égale à la probabilité classique. Alors la troisième façon d'évaluer une probabilité, c'est d'utiliser la méthode de Bayes. Et en fait, vous le savez, cette méthode est basée sur l'évaluation, par exemple, que va vous donner un expert qui connaît bien le sujet dont on parle. Dans ce cas-là, évidemment, il y a un risque que la probabilité de l'expert, elle soit sur- ou sous-évaluée. Par exemple, si vous allez demander à un expert du jeu de vous donner la probabilité qu'il a d'obtenir un 6, et puis 6 sans chance, il va vous dire qu'il a une chance sur 5 de l'avoir, alors que clairement, on l'a vu avant, la probabilité classique est plus petite, égale à un sixième. Une question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi utiliser des données statistiques? Alors un des premiers qui s'est vraiment penché sur cette question, c'est Maxwell, le physicien, qui s'est rendu compte que lorsqu'il chauffait un gaz, les particules de gaz bougeaient de plus en plus vite. Comme on le voit à gauche avec une température assez basse, les vecteurs vitesse en bleu sont assez courts. Par contre, quand la température augmente, les vecteurs vitesse sont plus grands.
Et il s'est posé la question comment décrire tous ces vecteurs vitesse. Et rapidement, il s'est rendu compte que ça servait à rien de tous les décrire, mais qu'il fallait simplement décrire la tendance qu'ils avaient à varier en fonction de la température. Donc il a décidé de dessiner la probabilité d'une certaine vitesse en fonction de cette vitesse. Et puis, il a rapidement obtenu deux courbes, une pour les basses températures, qui avait à peu près cette forme-là, et une pour les plus hautes températures, qui avait une forme-là. Et il s'est rendu compte, finalement, que ces deux distributions de vitesse étaient différentes. Donc, supposons que vous ayez fait des essais de dureté Vickers et puis que vous aviez obtenu 10 mesures comme ici à gauche. Alors, comment on va pouvoir les caractériser? Une des premières solutions, ce serait de les réordrer, c'est-à-dire de les mettre dans l'ordre de la plus petite à la plus grande, donc 192. Ce qu'on veut faire, c'est comme a fait avant Maxwell, on veut caractériser cette distribution. Puis une des premières questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la médiane de cette distribution. La médiane, en fait, c'est la valeur au-dessus duquel il y a le même nombre de points qu'en dessous. Et puis, dans notre cas, on voit qu'on a deux nombres ici, 223 et 232. Donc, il faut calculer la moyenne de ces deux nombres. Si on avait eu une distribution, un nombre de valeurs impaires, on aurait juste pris la valeur. Donc, la moyenne de 223 plus 232, ça va faire 227,5. Donc, ça, c'est la médiane. C'est ce qui nous permet de trouver le milieu de la distribution, si on veut. Donc, c'est une mesure centrée de la distribution. Une autre mesure de la distribution, une autre mesure centrée, c'est une mesure que vous connaissez déjà, c'est la moyenne, qui peut s'écrire x bar et qui est en fait 1 sur n, n étant le nombre de mesures qu'on a fait, ici 10, fois la somme de i qui va de 1 jusqu'à n de toutes les valeurs qu'on a, donc les xi. Dans notre cas, la moyenne va valoir, donc la dureté moyenne de nos échantillons, 231,3. Donc ça, c'est des mesures qui permettent de calculer comment est centrée la distribution, et puis il y a aussi des mesures qui permettent de calculer la dispersion de la distribution, et une d'entre elles qui mesure la dispersion, que vous connaissez déjà, c'est l'écart type, sigma, qui est en fait 1 sur n fois la somme de i égale 1 jusqu'à n de chaque valeur xi moins xi bar moins xi moins x bar, donc moins la moyenne, au carré pour avoir une valeur absolue racine. Et dans notre cas, sigma, l'écart type, va valoir 31,7. Donc si on caractérise finalement la dureté de notre échantillon de mesure, ou notre échantillon de mesure, on aura une dureté qui sera égale à 231,3 plus ou moins 31,7 Vickers. Et après, on peut représenter par exemple notre distribution sous forme de boxplot. Vous noterez qu'ici, on a représenté deux distributions, numéro 1 et numéro 2, qui ne sont pas la distribution qu'on a étudiée avant. Donc là, vous voyez par exemple au centre la médiane, en rouge. Vous voyez aussi dans ce boxplot la valeur max et la valeur min obtenue. Et puis, vous avez aussi un carré bleu dans lequel vous avez 90% des valeurs qui sont contenues. Imaginons qu'on ait fait 2500 essais et donc qu'on ait mesuré 2500 valeurs qu'on pourrait présenter comme ici sur un histogramme qui donne en fait le nombre de résultats obtenus pour chacune des valeurs. Donc on voit ici que les valeurs qu'on a sont comprises entre 0 et 40 et que le nombre de résultats ne dépasse pas 200 pour à peu près la valeur de 20. Le problème de cet histogramme, c'est qu'il représente de manière discontinue l'échantillon qu'on a. Et puis peut-être qu'on aimerait pouvoir
avoir une fonction continue qui décrive exactement la même chose, mais qui puisse être utilisée après, par exemple, dans des simulations ou dans des modèles mathématiques. Alors, cette fonction continue, on va la créer et puis on va la nommer grand f de x. Donc, le petit x ici, c'est les variables qu'on avait avant. Et puis, cette fonction f de x, ça va être la probabilité qu'une variable continue, que je vais appeler grand x, soit inférieure ou égale à chacune des valeurs qu'on avait des petits x. En fait, cette fonction, elle s'appelle CDF et ça veut dire Cumulative Distribution Function, donc la fonction de cumul de distribution des finalement résultats qu'on a obtenus auparavant. Elle nous permet par exemple de calculer, et puis on la représente sur la courbe rouge que vous voyez ici en bas, et puis elle nous permet par exemple de calculer par exemple le pourcentage de chance qu'on ait une valeur qui soit inférieure à 15, et puis on le lit ici, c'est à peu près 16% ou 0,16. Après, on peut inventer une nouvelle fonction qui est finalement la dérivée de cette fonction grand f de x par rapport à la variable petit x, et qu'on va appeler petit f de x. Cette fonction, en fait, vous la voyez sur la deuxième courbe du graphe du bas, c'est la courbe bleue ici. Et cette fonction, en fait, c'est cette fois-ci la PDF, c'est la Probability Density Function, la densité de probabilité. Et puis, évidemment, si on l'intègre, donc si on fait son R doit être égal à 1 parce que c'est la définition d'une probabilité. Donc maintenant, on a deux outils, la fonction f et petit f de x, qui nous permettent de recalculer ce qu'on avait obtenu avec notre échantillon. Mais comment ça marche? En fait, à partir de l'échantillonnage qu'on a fait, on va pouvoir calculer des caractéristiques de cet échantillon comme Maxwell l'avait fait, donc par exemple la valeur moyenne ou l'écart type. Et puis ces caractéristiques, on va les rentrer dans une fonction grand F ou petit f qui peut avoir une forme définie par le nom de la personne qui l'a inventé, donc par exemple par Garros ou par d'autres comme Weibull, etc., etc. Et en prenant la fonction, donc la définition de la fonction de Gauss, et les valeurs qu'on a obtenues, on va pouvoir retracer la courbe de densité de probabilité à partir de l'échantillonnage qu'on a eu lors des essais. Donc voici maintenant quelques formules, attention au mal de crâne. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que ces formules, elles sont soit pour des fonctions continues, donc dans ce cas-là, on a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là, soit pour des distributions de points, dans ce cas-là, on a celle que je mets ici en jaune. Donc on va les passer en revue en partant par la première. Donc la première, c'est la définition du ième moment. Donc, comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais, si vous vous rappelez bien, le moment d'ordre 1, c'était par exemple, la moyenne, qu'on appelle mu, pour une fonction continue, ou l'espérance, qu'on appelle E, ou pour une distribution de points qu'on appelait x bar. Et puis après, vous aviez aussi les deuxièmes moments. Alors les deuxièmes moments, dans le cas d'une fonction continue, on va l'appeler sigma, ou la variance, qui sont deux moments de deuxième ordre. Et puis, vous vous rappelez ici de S, qui est l'écart type pour une distribution de points. Finalement, on a encore d'autres
variable comme la covariance, is not cov, et qui est une mesure de la variabilité d'un échantillon. Et puis finalement, si on avait deux variables qu'on mesurait en même temps, par exemple x et y, eh ben, on pourrait regarder si ces deux variables sont corrélées avec le coefficient de corrélation qui est donné sur cette dernière ligne par la lettre R. Et on a aussi des moments d'ordre 3 et 4 qui sont la symétrie, qui est d'ordre 3, et qui est décrite ici, et la curtuosité, qui est d'ordre 4, et qui est décrite ici. Donc on voit vraiment les ordres de grandeur, donc c'est les mêmes formules qu'avant, sauf qu'ici on fait la différence de chaque valeur moins la moyenne et qu'on met au cube et qu'on divise par l'écart type au cube. Et pour la curtuosité, bah, c'est à la puissance 4. Alors à quoi servent ces paramètres? Eh ben, on va le voir sur les courbes ci-dessous. Donc si j'ai une asymétrie qui est nulle, je vais avoir une courbe de distribution de probabilité qui est parfaitement symétrique comme celle que je viens de dessiner ici avec état égal à 0. Par contre, si j'ai une symétrie qui est supérieure à 0, si j'ai un état qui est supérieur à 0, alors je vais avoir une distribution de probabilité qui va pencher, si on veut, vers la droite. Et puis, respectivement, si j'ai un état qui est négatif, et bien dans ce cas-là, je vais avoir quelque chose qui va pencher vers la gauche. Et puis, la curtuosité, kappa, en fait, plus grande est la valeur, plus je vais avoir une courbe qui sera étendue. Donc, par exemple, si j'augmente la valeur de kappa de la courbe que j'ai obtenue ici, eh ben, je vais avoir une courbe qui a une queue de distribution qui est encore plus grande, pour un grand kappa. Et puis, eh bien, il faut bien se rendre compte que dans la réalité, on a beaucoup de distributions qui ne sont pas asymétriques. Vous voyez par exemple ici les temps sur marathon donnés par Strava. Vous voyez une distribution qui est complètement asymétrique. On a un sportif là, qui a battu le record, aidé par des lièvres, et puis sur un circuit de Formule 1. Et puis après, on a la première partie qui monte assez raide, et puis après, ça se répartit d'une manière plus lente sur le côté des hauts temps. Donc on voit qu'on a des gens qui mettent même jusqu'à 8 heures, qui est 4 fois le temps du premier. Et puis là-dedans, ben, on voit que le temps médian, donc le temps entre laquelle on peut partager en deux les distributions en fonction du nombre de coureurs qui ont fait plus ou moins que ce temps-là, eh ben, on voit que ce temps, il a à peu près de 4 heures. Donc là, on a un nombre égal de coureurs qui ont réussi à courir plus vite ou moins vite que ce temps-là. Si on a deux listes de valeurs, par exemple des x et des y, eh ben, on peut se poser la question si ces valeurs sont corrélées. Pour ça, on va utiliser la corrélation SXY, qui est en fait, en supposant qu'on a n points dans chacune des deux distributions, la somme des produits de chacune des valeurs moins sa moyenne, donc xi moins x bar, fois yi moins y bar. Et en fait, cette corrélation, elle va nous permettre de dire comment sont réparties les valeurs, par exemple, sur un graphe ici, où je représenterai x et y en fonction de leurs coordonnées respectives. Donc par exemple, si j'avais des valeurs ou des coupes de valeurs x, y qui se répartissent un petit peu aléatoirement dans ce graphe, et bien dans ce cas-là, la corrélation SXY, c'est à peu près égal à 0. Maintenant, si on a des valeurs qui ont des tendances à être les deux en dessus de leur moyenne au même moment, par exemple, qui se répartiraient comme ça, et bien dans ce cas-là, on aurait une corrélation, qui est supérieure à 0. Et évidemment, si on avait une courbe décroissante, et bien dans ce cas-là, on a une corrélation inférieure à 0.
Donc ce genre de méthode de corréler des données peut être utilisé pour beaucoup de choses, en particulier pour des données beaucoup plus complexes que celles qu'on a là. Et là, je vous montre un exemple qui vient d'ESPN.com qui voulait analyser finalement le football américain. Leur but, c'était de trouver une stat qui permette de définir bien les lignes, donc les joueurs qui sont en train de se rentrer dedans très rapidement au début de chaque action, les lignes offensives et défensives. Pour ça, ils ont inventé deux nouvelles stats qui s'appellent le Pass Block Win Ratio et le Pass Rush Win Ratio. Alors le Pass Block Win Ratio, en fait, c'est la capacité de la ligne de défense à empêcher, de la ligne de défense du quarterback, donc de la ligne offensive, à empêcher la ligne de défense de venir saquer le quarterback. Et puis le Pass Rush Win Ratio, c'est juste la statistique inverse, donc on parle là de la ligne de défense qui doit aller saquer le quarterback, et puis s'ils arrivent à saquer le quarterback ou s'ils arrivent à passer leur défenseur, eh ben, ils ont une haute valeur de ce ratio. Alors évidemment, là, on a des valeurs qui ne sont pas censées tellement être corrélées parce qu'on a une fois, on analyse la ligne offensive et une fois la ligne défensive. Et c'est bien ce qu'on voit là, on a les points qui sont répartis à peu près de manière assez aléatoire dans ce graphe. Et puis après, on remarque aussi que si on a... Donc ça, c'est des stats qui ont été faits au milieu de la saison 2019-2020. Et puis, si on regarde finalement les deux équipes qui ont joué le Super Bowl, Kansas City et San Francisco, ils n'ont pas des stats qui sont extraordinaires à ce niveau-là. Mais c'est aussi parce que cette analyse ne s'applique qu'aux lignes offensives et défensives. Donc il faut croire que Pat Mahomes et puis Garoppolo, les quarterbacks Kansas City, San Francisco, avaient un très grand impact sur le jeu aussi. Une fois que vous avez des valeurs d'essai, ben, il va falloir les fitter avec une distribution. Et puis les fonctions de distribution, il en existe beaucoup. Je vous en ai juste donné 3 ici. La distribution uniforme qui finalement a la tête d'un carré où la probabilité est maximale entre deux valeurs A et B, donc la moyenne est au centre, etc. etc. C'est assez simple à comprendre. Vous avez aussi la loi normale, qu'on a souvent vue. Ce qu'il faut faire attention avec la loi normale, c'est qu'elle est toujours symétrique. Et puis, vous pouvez aussi avoir la loi log normale, qui, elle, a déjà une potentielle asymétrie et qui est un petit peu différente. Évidemment, toutes ces fonctions, vous allez pouvoir les fitter à partir des paramètres que vous allez trouver dans cette colonne, et puis sur la base des valeurs comme la moyenne et l'écart type. Par contre, plus les distributions sont complexes, plus il faut de paramètres. Une fois que vos valeurs expérimentales sont fitées par une courbe, vous pouvez par exemple évaluer la probabilité d'un risque. Ici, on va parler du risque de rupture d'un matériau dont on connaît la résistance, qui est donnée par la courbe verte, et dont on sait qu'il sera soumis à une charge qui sera potentiellement variable. Donc vous voyez ici que la charge et la résistance sont données en mégapascal, et puis la question qu'on se pose, c'est quand c'est que ça va casser. Alors évidemment, il va falloir chercher l'intersection entre les deux courbes, parce que c'est dans cette zone qu'on va avoir des problèmes. Alors il y a plusieurs façons de faire, des bonnes et des mauvaises. Une des premières, ce serait de trouver l'intersection et puis d'intégrer l'une d'entre elles, ce qui serait une surestimation, parce qu'on aurait en fait ce qu'on a ici assuré en rouge, et puis finalement la valeur qui compte réellement dans ce problème, elle est un petit peu plus petite que ça. Je vais vous la dessiner en gris. La probabilité de rupture, elle est un petit peu plus petite que ça, et c'est ce qu'on a ici. Donc, il va falloir évaluer cette probabilité de rupture. Alors, si on a des équations qui sont bien définies, on pourra peut-être, ou des équations qui sont assez simples, on pourra peut-être trouver analytiquement cette R. Et sinon, une autre façon de faire, c'est d'utiliser la technique de Monte-Carlo, c'est-à-dire de jouer au dé et de faire des tirages, et puis de voir, on tire des courbes de charge que je vais appeler CI et de résistance que je vais appeler RI, en fonction des deux distributions de probabilité, puis on regarde si par hasard RI est inférieur à CI. Et dans ce cas-là, il y aura un risque de rupture. Et puis, si on fait assez de tirages, et bien finalement, on va pouvoir évaluer avec précision la probabilité de rupture.
Et lorsque vous créez un modèle, il faut être sûr qu'il corresponde à la réalité. Ici, vous avez une vision schématique du modèle de Black-Scholes qui permet en fait aux économistes de trouver le juste prix d'une action. Il est basé sur certains principes. Le premier, c'est qu'il y a une aversion totale et constante au risque. Donc on ne prend jamais de risque. La deuxième chose, c'est que les participants au marché sont des acteurs rationnels. Il faut aussi que le marché soit parfait. Qu'est-ce que ça veut dire un marché parfait? Selon Richard Thaler, ça va être un marché qui connaît toujours le juste prix de chaque action. Ça veut dire aussi que tous les participants au marché connaissent ce prix et que ce prix est pour tout le monde le même. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de transaction parce qu'on ne va pas vendre quelque chose au même prix sans pouvoir faire de bénéfices. Et puis finalement, la dernière chose qu'il faut, c'est une loi comme ici, log norm. Le premier problème, il vient justement de cette loi log normale. Et il s'appelle la valeur à risque ou la value at risk. Et qu'est-ce que c'est? C'est finalement une estimation des pertes qu'on va avoir si le cours d'une action baisse, par exemple. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en économie, on dessine toujours les pertes vers la droite. Donc à droite, on perd, à gauche, on gagne. C'est l'inverse du plus et du moins qu'on utilise généralement, nous les ingénieurs. Alors comment est définie cette value at risk? Vous le voyez ici, finalement, c'est un seuil qui correspond à 5% de la probabilité de perdre de l'argent. Et puis ce seuil, il est bien inférieur à la valeur moyenne des pertes que vous pouvez envisager lorsque vous allez en avoir, donc dans l'air assuré. Une deuxième chose qu'il faut faire si vous voulez limiter vos risques, c'est qu'il faudrait décorréler votre portefeuille. Décorréler, ça veut dire qu'il ne faudrait pas avoir dedans des actions qui perdent de l'argent en même temps. Et typiquement, si vous avez un troisième pilier basé sur le SMI, c'est bien possible que vous ayez à l'intérieur de ce pilier des actions de deux banques suisses comme celle-ci et celle-là. Si on regarde ces actions et les pertes en log de ces actions, on voit déjà qu'elles sont assez corrélées parce qu'on peut clairement dessiner une droite ici. Et puis on voit aussi qu'il y a des événements extraordinaires où on perd avec les deux actions beaucoup d'argent, par exemple le 11 septembre ou en 2008 la faillite de Lehman Brothers. Et pour finir ce chapitre sur les statistiques, j'aimerais vous parler d'économie comportementale parce que c'est un domaine dans lequel on les utilise beaucoup. Ici, vous avez une courbe qui a été dessinée par le prix Nobel d'économie Richard Thaler et qui montre en fait comment les gens réagissent dans la vie normale. Donc on voit sur l'axe vertical quelque chose qu'on appelle l'utilité. Et finalement, l'utilité, c'est l'intérêt des gens, c'est ce qu'ils veulent maximiser à chaque fois. Et c'est assez surprenant de voir que si on dessine sur l'axe des X les gains ou les pertes financières, on voit qu'un gain de 100 francs n'aura pas la même variation d'utilité qu'une perte de 100 francs. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est clair, les gens aiment bien les gains, mais ils détestent vraiment les pertes. Donc, on voit ici clairement que les acteurs rationnels qui sont utilisés dans le modèle de Black-Scholes, en fait, n'existent pas. Et puis, pour conclure, j'aimerais revenir sur cette histoire, c'est qu'il faut faire attention quand on fait des statistiques. Les statistiques ne décrivent pas exactement la réalité. On a pris un échantillon de mesures, on a essayé de le fitter avec une courbe qui marche plus ou moins bien, et on aura le temps de voir pendant les exercices que certaines fonctions fitent plus ou moins bien certains types de valeurs. Et puis, à partir de ça, on veut créer un modèle qui décrit complètement la réalité. Mais comme d'habitude, comme avec les modèles de matériaux, il faut faire attention à ce que le modèle corresponde le mieux possible à la réalité. Et puis, il faut en tout cas connaître les exceptions qui existent et peut-être les défauts du modèle. Alors, pour finir, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.